vous avez remarqué que les voyelles sont beaucoup plus difficiles que les consonnes à caractériser du point de vue articulatoire. Déjà du fait de l'absence de repères précis et fixes, mais aussi du fait de toutes les compensations qui s'opèrent entre les articulateurs et qui permettent d'obtenir le même résultat acoustique avec des moyens articulatoires différents. Alors, autant viser tout de suite le résultat acoustique. Commençons pour cela par quelques notions basiques d'acoustique. Les cordes vocales produisent un son de base dit fondamental, dont la hauteur est évaluée en Hertz. Soit par exemple un fondamental de 500 Hertz, c'est-à-dire environ un Do4, une tierce au-dessus du La du diapason. Comme le montre ce spectre d'un son pur, un son fondamental est en fait le premier d'une série d'harmoniques, dont les fréquences, exprimées en Hertz, correspondent à des multiples de la fréquence fondamentale, d'où ce peigne aux dents équidistantes sur l'axe horizontal, et dont l'intensité, exprimée en décibels sur l'axe vertical, diminue au fur et à mesure que la fréquence augmente, d'où cette droite descendante incurvée. Selon cette courbe, un fondamental de 500 Hz fait apparaître, sur l'axe horizontal, des harmoniques à 500 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, etc. Et sur l'axe vertical, leurs amplitudes décroissantes. Si on souhaite représenter le son dans son évolution temporelle, on utilisera non plus un spectre, mais un spectrogramme ou sonogramme. Là, le temps accaparant l'axe horizontal, la fréquence s'empare de l'axe vertical et l'intensité est représentée par la noirceur du trait. Le timbre résulte du renforcement, par le phénomène de la résonance, de certaines zones parmi les harmoniques. Du côté des instruments, la flûte, par exemple, renforce les 3 premiers harmoniques, la clarinette n'amplifie que les harmoniques impaires, le hautbois que les pairs, etc. Quant aux différents timbres vocaliques, ils tiennent au rôle de résonateurs joués par les cavités issues des mouvements articulatoires. Chaque cavité, pharynx, bouche, lèvres, a une fréquence de résonance propre qui amplifie la zone fréquentielle correspondante dans le spectre harmonique du son fondamental produit par le larynx. Ces zones amplifiées portent le nom de formants, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle le formant du chanteur. Le premier formant, F1, le plus grave, correspond à la cavité pharyngale, le deuxième F2 à la cavité buccale et le troisième F3 à la cavité labiale. Les 3 formants présentés en alignement sur le spectre apparaissent en superposition sur le spectrogramme, ce qui permet de comparer un timbre vocalique à un accord. On basera notre analyse acoustique des timbres vocaliques sur les voyelles du français, une langue qui en est richement pourvue puisqu'elle en compte une quinzaine, là où la plupart des langues en ont entre 5 et 7, le record absolu étant à 5. On va commencer par les timbres déterminés par l'activité de la langue, laquelle divise son espace d'intervention en 2 cavités, pharynx et bouche, elles-mêmes responsables, comme on l'a vu, des 2 premiers formants. Comme on l'observe avec des bouteilles plus ou moins pleines, un formant est d'autant plus grave que son résonateur est plus volumineux. Chez un homme, comme c'est le cas ici, la fréquence de F1 peut varier entre 150 Hz et 800 Hz, avec une moyenne autour de 500, et elle augmente avec l'aperture, puisque c'est l'aperture qui réduit le volume pharyngal. Quant à la fréquence de F2, elle varie entre 750 et 2500 Hz, avec une moyenne autour de 1500, et elle augmente avec l'antériorité de la langue, puisque c'est l'avancée de la langue qui réduit le volume buccal, surtout si les lèvres renoncent parallèlement à leur arrondissement, comme c'est le cas ici. Les voyelles antérieures sont caractérisées par une distance de plus en plus grande entre F1 et F2, au fur et à mesure qu'elles se ferment et qu'elles s'éclaircissent, ici de droite à gauche. Quant aux voyelles postérieures, qui sont toujours arrondies, leurs 2 premiers formants restent toujours très proches et elles gardent leur couleur sombre, quelle que soit l'aperture qui, ici, diminue de gauche à droite. Si dans cet enchaînement de I à OU,
on s'amuse à comparer les fréquences des formants 1 et 2 à des notes de musique, on peut obtenir le contrepoint suivant. Dans le cas des antérieurs arrondis, à droite, la protusion des lèvres crée une cavité supplémentaire qui non seulement a son propre formant, F3, mais qui allonge la cavité buccale, abaissant le formant F2 des antérieures non arrondies correspondantes, à gauche. Quant au nasal, elle crée des phénomènes assez complexes, dont les deux suivants. Du fait du dédoublement du canal au niveau du vélum, la nasalisation réduit de moitié l'énergie du canal principal. Et comme cette cavité supplémentaire crée ses propres formants, sans que ceux-ci soient nécessairement en phase avec les formants buccaux, comme un berceau qui serait ébranlé par deux grands-mères au même rythme mais pas en même temps, elle crée un phénomène d'antirésonance qui peut atténuer, voire anéantir les formants principaux, surtout F1. Dans tous les cas, le résultat est une nette baisse d'intensité, raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit, les chanteurs ne raffolent pas des nasales. Pour terminer, je vous propose de répondre à 3 questions qu'on peut se poser par rapport aux voyelles chantées. Première question, pourquoi le I perd-il sa couleur dans l'aigu ? Soit 3 fondamentales différentes, la 1, la 2 et la 3, dont les fréquences sont respectivement 110, 220 et 440 Hz. Soit les harmoniques de ces 3 fondamentales, c'est-à-dire les multiples de chacune de leurs fréquences. Soit enfin le formant F1 de I, une bande comprise entre 300 et 330 Hz dans toutes les bouches adultes. Vous voyez que ce formant rencontre l'harmonique 3 de La1 et donc l'amplifie. On entendra bien un I. Mais il ne rencontre aucun harmonique de La2. Pour obtenir un I, il faudra dans ce cas un certain ajustement articulatoire. Vous voyez enfin que notre formant est situé carrément en dessous de la fondamentale de La3. Dans ce cas, notre I va immanquablement ressembler à un E. Dans l'air des bijoux, au 3e acte du Faust de Gounod, on entend 3 fois de suite le mot miroir. D'abord sur un Ré dièse 4 à 622 Hz, puis sur un Fa dièse 3 à 370 Hz, et enfin sur un Mi 3 à 320 Hz. Seuls les 2 derniers sont des vrais I, le premier tirant nettement sur le E. Deuxième question, pourquoi vocalise-t-on sur un A ? C'est la voyelle réalisée avec le conduit le plus largement ouvert. Or, plus le conduit est ouvert, plus l'énergie acoustique irradie hors du conduit, et donc plus fort est le son. A est par ailleurs la voyelle qui a le F1 le plus aigu. Or, c'est avec sa fréquence maximale que le premier formant, qui est déjà plus intense que le second, atteint son intensité maximale. A est enfin la voyelle qui a l'articulation la plus stable, ce qui explique, par exemple, son universalité géographique et historique. Le A est présent, pour ainsi dire, dans toutes les langues du monde, et il résiste mieux que d'autres voyelles à l'évolution. En passant par exemple du latin à l'italien, le A de bona a survécu dans buona, tandis que le OU de bonus a carrément disparu dans buone.
Troisième question. Les compositeurs cherchent-ils à éviter les nasales? Tout dépend de leur intention. S'ils veulent flatter les chanteurs et leur faciliter la tâche, oui, ils les éviteront au maximum. Mais s'ils veulent se moquer, plus ou moins gentiment, d'un sujet, la nasalité étant une composante du ton sarcastique, ils peuvent au contraire chercher à les multiplier, quitte à donner aux chanteurs des courbatures dans le vélum. Les gros dindons à travers champs ne passent la nuit tranquille. Par les matins, par les couchants, bêtement marchent à la file. Devant la pastoure qui file, en fredonnant de vieux fredons, vont en procession docile les gros dindons. Notre exploration des sons produits par l'appareil phonatoire humain nous a permis de rencontrer plus d'une cinquantaine de consonnes et plus d'une vingtaine de voyelles, un arsenal qui suffit presque à défendre les 15 langues qui nous attendent. Mais pour pouvoir les utiliser dans ces différentes langues, il faut d'abord leur donner une notation unifiée. Ce sera l'objet des 3 prochaines vidéos. À bientôt dans la musique des langues.